lecture après un mois sans rien. J'ai décidé d'inaugurer mon premier C'est lundi, que lisez-vous? C'est un format qui je trouve va très bien s'adapter à cette période estivale où je lis moins, où je lis peu et où je fais plein d'autres choses dont je vais vous parler aussi en vidéo parce que je me réalisais que je ne vous avais pas encore fait de bilan sur cette période minimalisme, réduction de mes déchets, quête de véganisme, etc. C'est des sujets dont j'ai envie de vous parler, qui ne sont pas en lien direct avec mes lectures, mais qui m'intéressent un petit peu, beaucoup, énormément en ce moment. Je me documente sur le sujet sous forme de blog, sous forme de forum, etc. Donc je lis, mais pas des bouquins, donc moins de lectures sur cette chaîne, au moins pour cet été. Mais j'ai quand même plusieurs livres à vous présenter, et donc je démarre. Vous le savez peut-être, je me suis lancée dans un challenge bibliographique complète en cette année 2016, notamment sur l'auteur Amélie Nothomb, avec qui je participe, comment dire, non pas je participe, c'est pas le bon mot, je vis d'intenses montagnes russes. Parfois j'adore ce qu'elle écrit, parfois je déteste ce qu'elle écrit. J'en suis à 20 livres sur 30, 20 romans sur 30, je ne sais pas si elle en a écrit 30 mais je me fie à Livre Addict, et donc j'en suis à 20 sur 30, et les deux derniers que j'ai lus d'elle ne vont pas me laisser un souvenir impérissable. Attentat, c'est un roman autour, disons, de la notion de laideur et d'amour, comment les deux peuvent être liés. On peut faire un parallèle entre ce roman et des contes connus comme Quasimodo, La Belle et la Bête, ou encore Cyrano de Bergerac. Je trouve que ce sont des histoires qui peuvent rappeler ce roman, enfin qui peuvent, pas rappeler parce que pour le coup ils sont plus anciens, mais qui peuvent expliquer un petit peu ces thématiques. D'ailleurs elle fait un lien avec Quasimodo. J'ai trouvé le livre intéressant par les thématiques qu'il aborde, le didacte de la beauté, mais aussi ce petit côté cynique qui effectivement fait souligner le fait, et je n'avais jamais remarqué ça, donc j'ai trouvé ça intéressant, que Quasimodo pourrait être considéré comme un personnage hypocrite dans la mesure où si son histoire fait penser que ce qui compte c'est la beauté du cœur, la beauté intérieure et non pas la beauté extérieure, dans ce cas-là, pourquoi Quasimodo, comme par hasard, tombe amoureux de la plus belle fille? C'est vrai que quand on y réfléchit, c'est assez paradoxal. Il y a également des passages un petit peu philosophiques qui abordent des thèmes qui m'ont beaucoup plu, comme celui de la pornographie. C'est une réponse à l'anorexie généralisée que nous sommes en train de vivre. Nous n'avons plus faim de rien, et nous n'avons pas tort, car on voit mal de quoi nous pourrions avoir envie. Nos yeux et nos oreilles sont encore plus gavés que nos estomacs. Ou encore celui de la dépendance en amour. Ce type est stupéfiant. La première fois, il t'a procuré un plaisir fulgurant qui n'a pas cessé de s'amenuiser depuis jusqu'à disparaître. Tu crois l'aimer quand tu éprouves pour lui de la dépendance. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est la fin qui est parfaitement cynique et que j'ai adoré. J'ai beaucoup moins aimé pour les mêmes raisons ce livre parce qu'il a un côté poussif, je trouve. C'est-à-dire qu'au final, voilà, il y a beaucoup de réflexions philosophiques, il y a beaucoup de thèmes intéressants qui sont abordés, à tel point qu'à mon sens, l'intrigue devient secondaire, elle n'est là que pour supporter en fait la logique du raisonnement du personnage principal. Et ça m'a un petit peu laissé sur ma faim, mais j'ai envie de dire comme beaucoup de romans d'Amélie Nothomb en fait, malheureusement. J'ai également lu Hygiène de l'assassin, qui est donc le premier livre d'Amélie Nothomb, écrit lorsqu'elle avait 25 ans. Je suis très heureuse de ne pas l'avoir découvert en premier, parce que je ne suis pas sûre que j'aurais poursuivi ma découverte de cet auteur. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans Hygiène de l'assassin, on suit l'histoire d'un prix Nobel de la littérature qui est sur le point de mourir et qui accepte bon gré mal gré un certain nombre d'interviews avec des journalistes. À partir de là, on a une mise en scène absolument effroyable face à cet homme qui est misogyne, qui est cynique, qui est de mauvaise foi. On prend vraiment un réel plaisir à le détester, clairement. C'est un personnage qui est exécrable, mais de par son comportement et son attitude, cela donne lieu à une joute verbale qui est particulièrement sympathique à suivre. Le livre est quasiment entièrement conçu sur la base du dialogue. Et ce dialogue en fait n'est là que pour écrabouiller ces pauvres journalistes face à la logique implacable et pourtant totalement détestable de ce personnage qui a un nom en plus à coucher dehors qui s'appelle Prétexta Tac ou Prétexta Tâche, prononcez ça comme vous voulez.
Il y a toujours, je sais pas si vous avez remarqué dans les romans d'Amélie Nothomb, des noms qui sont super bizarroïdes et qui du coup donnent un côté assez loufoque à la plupart de ses récits, je trouve. Ce dialogue donc donne beaucoup en fait de tac au tac. On a l'impression d'un, je sais pas, d'un combat de boxe ou d'un rituel, d'un ballet d'escrime en fait, où ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. Donc c'est très très dynamique, mais c'est aussi, pour moi en tout cas, lassant. On a un livre qui fait 200 pages. Les 100 premières pages sont assez rapides parce qu'il y a plusieurs journalistes, mais les 100 dernières, c'est un seul journaliste, une femme, qui va donc affronter, faire face, rentrer dans le jeu de ce prix Nobel à la littérature, et les propos tournent en rond et sont vraiment violents. J'ai été choquée par certaines, comment dire, par certains propos qui sont tenus, et je suis toujours inquiète quand ça arrive dans certains romans, parce que je crains les personnes qui ne vont pas avoir de second degré ou qui ne vont pas être capables de prendre du recul par rapport à ce qui est écrit et qui pourraient imaginer que ce sont les propos d'Amélie et que, oui je l'appelle par son petit nom, qui sont les propos d'Amélie Nothomb et qui justifieraient en fait quoi que ce soit. Et se dire qu'une femme a choisi cette approche, moi ça me perturbe un petit peu. Donc ce livre m'a mis mal à l'aise, donc en soi il est intéressant. J'aime bien quand les livres voilà, me font un peu râler aussi, ou m'exaspèrent, ou parce que ce sont des émotions, et j'attends que les livres me procurent des émotions. Donc c'est réussi, on va dire. Mais voilà, j'ai un arrière-goût de... Je sais pas, il y a un truc qui ne me convient pas, qui fait que ça... Voilà, je resterai pas dans la catégorie roman préféré d'Amélie Nothomb, mais plutôt dans ceux qui, à mon avis, je vais oublier assez rapidement. Ah si, j'ai un dernier truc à dire. Si vous avez lu ce bouquin, j'aimerais que vous m'expliquiez la notion de... Bougez pas, je l'ai écrit, lyrisme végétarien. Parce que en tant que végé, je ne comprends pas du tout ce qu'elle a voulu dire par là. Je ne comprends même pas l'association de lyrisme et végétarien. Ma caméra m'a donc coupé la parole. Je disais que si lyrisme végétarien vous avait inspiré quelque chose, je veux bien le savoir en commentaire parce que moi, pas comprendre. Dans un tout autre registre, le registre thriller, je vous parle de Le briseur d'âme de Sébastien Fitzek. J'ai adoré. J'ai trouvé ça très original et j'ai vraiment envie de découvrir d'autres livres de cet auteur, notamment le fameux Thérapie, dont on a entendu pas mal parler. Comment vous raconter ça? On suit l'histoire d'un psychopathe, d'un tueur en série, d'un genre bien particulier, puisqu'il torture ses victimes mentalement, psychiquement, psychologiquement, et c'est bien trouvé. C'est-à-dire que vous allez assister en fait à des scènes assez difficile à suivre, mais sans aucune violence physique réelle. Tout est de l'ordre de la torture mentale, et personnellement c'est la première fois que je lisais un livre de ce genre, donc ça m'a beaucoup plu. Les victimes de ce psychopathe sont anéanties, elles sont même absentes, elles sont traumatisées, et personne ne comprend pourquoi. L'histoire va très rapidement se transformer en une sorte de huis clos dans un centre spécialisé, pour ne pas dire asile psychiatrique, où en fait on va commencer à se poser des questions sur qui est qui entre patient et soignant. Donc c'est très addictif. Bien évidemment, on met un petit peu tout le monde en porte-à-faux, on se dit tiens c'est peut-être lui et non c'est peut-être elle, et peut-être que si machin bidule, ils se sont connus dans une vie antérieure, etc. etc. Et c'est prenant, on se met dedans. C'est prenant et c'est même surprenant parce que la fin est particulièrement bien trouvée. Le livre est écrit de telle sorte que vous êtes un petit peu balayé au niveau, on va dire, de la ligne temporelle. Il y a des avant, après un certain événement qui est accentué par la typologie qui a été choisie puisqu'il y a plusieurs sortes d'écriture au sein de ce livre. Ça ajoute à cette ambiance un peu angoissante où on ne sait pas trop qui on est, où on est, quand on est. Et au moment du final, vous vous rendez compte que c'est bien trouvé pour souligner encore plus comment le psychopathe s'y est pris pour traumatiser tout le monde. Si j'ai un tout petit reproche à faire à ce livre, c'est qu'à mon avis, il ne va pas assez au fond des choses. Je m'explique. La première scène est absolument atlante. Voilà, comme ça. Elle est comme ça, la première scène. Non, c'est vraiment... moi, les premières pages, il faut avoir le cœur vraiment bien accroché parce qu'on est tout de suite sur une scène qui est difficile, qui est violente.
mais en même temps on n'arrive pas à savoir si c'est vrai, si c'est faux, qu'est-ce qui s'est réellement passé ou qu'est-ce qui est imaginé. Donc je m'attendais vraiment à ce que le livre soit tout le long comme ça, et finalement c'est pas le cas. Ce qui est pas mal parce que ça permet de développer un petit peu le côté enquête, pas policière, mais en tout cas qui est le psychopathe. Mais j'aurais voulu en avoir d'autres dans le livre, et finalement les autres scènes sont assez légères, en tout cas trop à mon goût. Donc c'est mon tout petit point de déception, de nuance par rapport à mon entrain pour cet ouvrage. Dans un registre beaucoup plus léger, parfaitement drôle, parfaitement agréable, que j'ai vraiment adoré et que pour le coup je vous conseille, il s'agit de Les mots qu'on ne me dit pas de Véronique Poulain, qui est là aussi un premier roman me semble-t-il. Je ne sais pas pourquoi je dis là aussi d'ailleurs, mais qui est un premier roman. C'est un récit autobiographique d'une jeune femme née, alors comment dire ça, née entendante dans une famille, ou en tout cas de parents eux-mêmes sourds et muets. À partir de là, vous avez la confrontation des deux mondes qui vont lui donner une richesse incroyable, puisqu'elle va prendre tout ce qu'il y a de bon et tout ce qu'il y a de pire dans chacun de ces univers, qui peuvent difficilement être plus opposés, et c'est particulièrement jouissif. Elle-même étant écartelée entre ces deux mondes, entre ces deux façons de vivre, cela donne un récit qui est tour à tour particulièrement émouvant et particulièrement agaçant. Elle-même éprouve de la tendresse, mais également parfois de la haine, si je puis dire, parce qu'elle ne sait pas comment se positionner. Ce sont des tranches de vie. Les chapitres sont très courts, parfois c'est une demi-page, parfois c'est quelques pages. Ça donne un livre qui se lit en 1 heure maximum, franchement. Et ben, ça passe par toute la palette des émotions. Parfois vous avez envie de rire avec eux. Une scène qui m'a fait particulièrement rire, et pourtant Dieu sait qu'elle est sarcastique, où elle explique en fait que personne ne fait autant de bruit que des sourds et muets. C'est quelque chose auquel moi je n'ai pas pensé. Mais effectivement, comme ils ne s'entendent pas, ils font des bruits qui sont impressionnants. Notamment, elle explique toute la partie sexualité de ses parents, que ce soit dans les actes ou pour en discuter, puisqu'il n'y a pas de sous-entendu dans le langage des sourds et muets. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Elle dit une phrase qui est très drôle, qui est « Déjà qu'ils n'entendent pas, comment voulez-vous qu'ils sous-entendent ?» Et elle explique que pour mimer les actes sexuels, ils utilisent des scénettes qui pour nous seraient jugées grossières, alors que pour eux c'est juste normal. Du coup ça donne quelque chose qui est à la fois très cru, mais très franc, très logique. Et ce décalage est hyper intéressant à découvrir. J'ai aussi éprouvé beaucoup de tendresse de réaliser qu'ils se donnent des petits noms. Ils ne s'appellent pas par leur prénom et leur nom officiel, mais chacun se trouve un petit nom. Ce qui explique des situations un petit peu pittoresques où, quand elle essaye de formuler ce que ses parents disent pour traduire, elle se retrouve à donner le surnom de quelqu'un qui est en fait le nom de son chien. Et ça crée voilà, des situations un petit peu hallucinantes qui font rire. Il y a aussi des petits moments parfaits où il se joue de la situation, et où avec ses cousins et ses cousines, qui eux aussi peuvent être entendants mais nés de parents sourds et muets, ça crée des situations où ils profitent de ça, où ils vont se mettre à faire beaucoup de bruit et faire des fêtes sans que les parents s'en rendent compte, où ils vont leur jouer de mauvais tours. C'est très drôle, vraiment. J'ai du mal à trouver mes mots pour parler de ce livre parce que c'est très vif, c'est gai, c'est joyeux. Même en fait quand c'est cynique ou sarcastique, ça reste très joyeux. Et il y a une belle morale, je trouve, sur voilà, l'enrichissement qu'on peut avoir à connaître des mondes qui sont différents des nôtres, en tout cas je vais dire différents du mien. Et ça m'a vraiment intéressée et j'ai envie d'en savoir plus d'ailleurs depuis. C'est un sujet que je suis en train un petit peu de potasser aussi. Il y a quelques années j'avais envie d'apprendre la langue des signes, et je me dis que voilà, ce livre m'a fait renaître cette envie. Je termine rapidement avec mes 2 lectures en cours dont je vous parlerai prochainement. Il s'agit d'un service presse des éditions du Chat Noir, Ce dont rêvent les ombres d'Hilda Alonso, qui m'oblige à sortir clairement de ma zone de confort. Donc ça sera un véritable exercice d'en parler correctement, mais pour l'instant je suis plutôt emballée par cet ouvrage. Et plus dans mes habitudes de lecture, on va dire, je lis actuellement une enquête journalistique sur L'Or Gris de François Nénin et Sophie Lapart, qui est en fait une immersion dans le monde des maisons de retraite et de comment en France nous prenons soin des personnes âgées. Pour l'instant c'est assez... Là aussi, il faut être accroché, surtout quand on sait que c'est vrai, là on n'est pas
dans du roman quoi. On est vraiment dans de l'enquête et ça fait peur, vraiment ça fait peur. Je vous en parlerai aussi. Ce sera tout pour cette fois, je m'excuse si je n'ai pas été très fluide, mais c'est vrai que reprendre la caméra après un mois c'est un peu compliqué. Je l'entendais souvent en vidéo, je me suis dit oh bon, on n'oublie pas quand même, en fait si, on oublie rapidement d'être à l'aise devant la caméra, donc toutes mes excuses si c'est un petit peu plus cafouilleux que d'habitude. J'espère que vous allez bien et je vous dis à très bientôt, ciao.